Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci à tous les citoyens qui sont présents à cette rencontre d'information. Cette rencontre, en raison des risques toujours présents de la COVID, cette rencontre d'information se fera par vidéoconférence. Et la vidéo est enregistrée et sera disponible demain sur notre site de la municipalité. Donc, M. Poulain, qui est président directeur général, animera la rencontre. Mme Cynthia Henry, responsable de l'urbanisme, est présente. Mme Chantal Tremblay, responsable des communications, fera la lecture des questions posées par les citoyens. On a aussi la présence de M. Manuel Fréchette, qui est le contracteur pour la mise en œuvre du dossier. On a aussi la chance ce soir d'avoir les 6 élus. Chacun des districts est représenté. Donc, on a dans le district 1 Michel Proulx, dans le district 2 M. Marcel Guérin, dans le 3 M. Loïc Dehavrin, dans le 4 M. Jacques Bouchard, oui. Dans le 5 Mme Julie Paradis et dans le 6 Mme Lindsay Simard. Bonsoir. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, l'objectif vraiment de la rencontre, c'est accorder la parole aux citoyens sous forme de questions et réponses sur le projet résidentiel. Donc, je laisse la parole à M. Poulain qui va vous expliquer un peu le déroulement de la rencontre. Et bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. Je vous fais part de certaines règles de visioconférence. En fait, je vous rappelle que cette rencontre est enregistrée. Elle sera disponible sur notre site Internet aux gens qui veulent la réécouter. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va bloquer vos micros. Et le conseil municipal pourra, à loisir, intervenir au besoin, sauf que pour des questions de décorum, on va s'assurer qu'il y a une seule personne qui parle à la fois. Dans le sens où on va répondre aux questions qui nous ont été posées au préalable, qu'on a reçues par courriel. Puis par la suite, on pourra ajouter des questions sans problème. Vous demandez la parole et à ce moment-là, je vous l'accorde. Et puis Chantal, en fait, Tremblay, qui a le nom de Primo ce soir, s'occupera d'activer votre micro au besoin. Et je vous rappelle qu'on va recevoir quand même les questions jusqu'au 21 février. Il est possible qu'il y ait des questions qui vous viennent en tête ou que vous parlez à vos voisins. Ah, c'est vrai, je n'ai pas pensé poser cette question. Nous, on va se faire un plaisir de vous répondre au plus tard le 21 février, mais assurez-vous que les questions nous soient transmises au courriel de Mme Tremblay, aux communications. Donc, je vous fais une petite présentation rapide de l'ordre du jour. Donc, M. le maire a déjà transmis ses salutations. Donc, merci de la présence de tous. Je vous ai présenté les règles de visioconférence. On va avoir aussi l'intervention de Mme Cynthia Henry, responsable du service de l'urbanisme, qui va nous faire une mise en contexte du projet résidentiel. Ensuite, on passe aux questions des citoyens. Donc, on va se faire un plaisir de répondre à vos questions qu'on a déjà reçues. Et puis, on va aborder les questions spontanées par la suite. Je tiens à vous rappeler que pour des questions de temps aussi, on souhaite se concentrer vraiment sur les questions en lien avec le projet, donc le projet résidentiel. Toutefois, si vous avez d'autres questions sur différents autres sujets, vous pouvez les transmettre à Mme Tremblay, puis on va se faire un plaisir de faire un suivi sur toutes vos questions. Ensuite, je vous expliquerai vers la fin les prochaines étapes du projet résidentiel au niveau légal, comment ça va fonctionner pour l'approbation de la suite le déroulement de la suite des choses. Et on aura le mot de la fin. Puis, je laisserai M. le maire clôturer la rencontre. Donc, j'inviterai Mme Cynthia Henry à nous présenter une mise en contexte du projet résidentiel. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que tu peux me permettre, Chantal, de partager la présentation visuelle? Oui. Ça. Ça devrait fonctionner. On peut l'essayer. Donc, c'est la présentation visuelle qui était disponible sur notre site Internet pour vous familiariser avec le projet qu'on vous présente ce soir.
Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient participé à la première rencontre d'information qu'il y avait eu en présence aussi de Manuel Fréchette, le promoteur. Donc, à l'époque, on s'était penché sur le projet dans le contexte de la modification réglementaire de notre règlement de zonage qui était nécessaire pour être capable d'autoriser des projets intégrés résidentiels sur les 2 terrains à l'avant du projet au Chambéry. Donc, cette modification réglementaire-là a débuté en août 2020 pour se terminer en décembre 2020. Donc, à ce moment-là, le projet avait 43 unités et lors de son appréciation en groupe, on avait déterminé, convenu que c'était préférable d'enlever une unité pour augmenter la distance. Ça, on m'en parle beaucoup. Donc, c'est à ce moment-là qu'on était passé à 42 unités. Il y avait été question aussi de faire, de se raccrocher à un style architectural plus champêtre. Ça, c'était une suggestion qui venait des résidents. Et puis, on avait aussi amené l'idée de dissimuler le projet de la 338 pour s'assurer que selon l'orientation de certaines unités, mais on n'aurait pas de la 338 une vue sur les cours arrière. Le projet à l'époque aussi, il y avait quand même un effort, je dirais, très louable et tout à fait réussi à mon avis pour que toutes les façades, peu importe où on se trouve, on a l'impression de regarder une façade avant. Là. Les détails sont là. On ne se retrouve jamais au dos d'un bâtiment sans détails architecturaux. Il y avait des enjeux d'intimité aussi avec les résidences existantes à l'arrière, les résidences mitoyennes à l'arrière existantes. Donc, ces enjeux-là étaient une préoccupation. Puis, on avait trouvé des solutions. Donc, on y allait comme ça avec ce projet-là qui avait été déposé, comme je dis, en appui à la demande de modification réglementaire, puis qui avait été présenté aux citoyens dans le cadre de la consultation publique qui était prescrite dans le cas d'un processus de modification d'un règlement de zonage. En avril 2021, l'ingénieur de M. Fréchette, en passant, Manuel, tu m'arrêtes n'importe quand si tu as l'impression que je rends mal l'information, ça me ferait plaisir. Il y a l'ingénieur qui faisait des dernières vérifications, en fait, pour terminer ses plans pour la gestion des eaux de ruissellement et autres détails, a eu l'information de la MRC qui a compétence pour déterminer si un lit d'écoulement est un cours d'eau ou un fossé. Donc, on apprend dans cette démarche-là que le lit d'écoulement à l'avant, qui était considéré jusqu'à maintenant comme un fossé, qui longe la 338 devant les terrains dont on regarde la possibilité de développer, que c'était un cours d'eau. Donc, ces terrains-là sont déjà, je dirais, criblés de petites branches de cours d'eau. Et puis, le choix de développer ces terrains-là sous forme de projet intégré était pratiquement une nécessité du fait qu'il y avait beaucoup de contraintes naturelles dues à la présence de ces cours d'eau-là. Donc, cette annonce, cette nouvelle information fait en sorte qu'on doit modifier le projet grandement. Donc, c'est pour ça qu'on vous le présente ce soir. C'est parce qu'en ce qui a été apprécié dans la consultation publique prescrite, puis le projet que le conseil municipal doit approuver par résolution municipale. C'est comme ça que c'est prévu au règlement de zonage, l'approbation d'un règlement, d'un projet intégré, pardon. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, on se disait que c'était plutôt intéressant de vous montrer ce qui s'en venait. Donc, ce projet-là, le nombre d'unités a été amputé de moitié. Donc, du 43 moins 1 qui était 42, c'est devenu 21. Donc, 21 unités, c'est des maisons en rangée. Je vais peut-être donner une vue d'ensemble. C'est souvent plus intéressant que... Donc, il y a 7 unités d'un côté, 14 unités de l'autre. C'est des maisons sur 3 étages.
qui sont côte à côte, donc en contigu. Ces 3 étages-là, ben, elles sont moins hautes qu'un 3 étages traditionnel du fait que le bâtiment repose sur une dalle. Donc, il n'y a pas de sous-sol. On accède directement au même niveau, là, au rez-de-chaussée et au garage qui est attaché. Dans la nouvelle mouture, si je peux m'exprimer ainsi, la plantation qui était prévue pour dissimuler les cours arrière ou le projet, puis garder le côté naturel, la 338, le long du canal, a été maintenu. Ça, dans la proposition, on a maintenu cette plantation-là. L'intimité pour les citoyens, les propriétaires qui habitent dans les résidences existantes à l'arrière est assurée avec une haie. Puis, on a discuté avec Manuel Préchette, le promoteur. Donc, il y avait une proposition aussi plus de plantation d'arbres matures, mais ça avait l'effet pervers de créer plus d'ombrage dans les cours arrière. Donc, on a préféré retirer ces arbres-là. Le projet que vous voyez, c'est la proposition finale. La signature architecturale plus champêtre a été intégrée dans cette proposition-là aussi. Et puis, les cases de stationnement, c'est vraiment intéressant. Je tiens à le souligner, autant au premier projet que dans le projet actuel qui est proposé. C'est environ 3,5 cases par propriété, par logement, pardon. Donc, on ne devrait pas expérimenter des problématiques là, de stationnement qu'on peut l'avoir dans des coins un peu plus densifiés là, du secteur à l'arrière. Au niveau de l'ensoleillement, on a fait des projections, on a préparé des projections. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. Donc, ça s'appelle un masque solaire. Et puis, avec la modélisation 3D, on a pu visualiser à certaines heures du jour, à certaines périodes de l'année, ce que ça pouvait donner comme impact, si on veut, dans les cours arrière existants. Donc, ça, c'est un exemple mi-septembre en fin de journée. On a mis septembre à midi au point fort, puis, à 8 heures le matin. Donc, ça nous permet là, de valider que la plantation et l'implantation des bâtiments à venir n'impactent pas au niveau de l'ensoleillement. Pour moi, ça ferait le tour. Est-ce que vous avez des questions sur le projet en tant que tel ou Manuel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? C'est bien résumé, c'est pas mal ce qui s'est déroulé tout le long. Là. Le fait de tout changer en respectant toutes les conditions de l'environnement était importante. Là. Bon. C'est des gens qui veulent s'impliquer ou... Un petit chien. Un petit chien, oui, assez gros, j'imagine. Donc, le volet ensoleillement est intéressant aussi. Je vois que dans le fond, l'ensoleillement à plusieurs périodes de l'année n'a pas nécessairement d'impact sur les propriétés, les immeubles existants. C'est exact, Cynthia? Oui, on est allé dans les périodes important. Oui, pour faire la modélisation. Okay. Puis, ce qu'on peut vérifier, c'est que ça n'aura pas d'impact, ce qui est proposé comme plantation. Excellent. Ni au niveau des bâtiments ou de la hauteur, qui pourrait être une préoccupation. Okay. J'aurais peut-être une question au niveau des marges latérales de l'immeuble numéro 2 par rapport à la clôture. On l'établit à quelle distance? C'est 11 mètres qui est prévu de distance. Donc, on a augmenté en fait de 2 mètres qui avait été convenu au projet qui avait été en appui là, au départ. OK, excellent. Merci. Donc, merci beaucoup, Cynthia. On pourrait passer maintenant aux questions. Chantal, on irait avec la première question. Oui, je vais débuter. Question des citoyens. Certainement. Donc, la première question de Mme Provost. Est-ce que la cour arrière sera un espace commun ou si chaque unité aura un espace arrière? Clôture, il est marqué clôture également. C'est des questions d'ordre conceptuel en lien avec les décisions de l'entrepreneur. J'inviterai le promoteur, M. Manuel, peut-être de s'exprimer sur la question.
Comme on avait prévu initialement, là, on ne voulait pas avoir des cours avec des clôtures. Ça a été discuté du début. Je voulais intégrer un aspect plus nature. Fait qu'on a décidé de mettre de la plantation, que j'ai engagé une architecte paysagiste pour délimiter chacune des espaces. Puis chacun des unités va avoir leur cour arrière, dans le fond, mais délimité avec un aspect nature. Donc, les clôtures, est-ce qu'ils seront permis ou non? Non, aucune clôture va être permise. Ça va être tout un aspect nature. Ça va tout être de la végétation. OK. Excellent. C'est bon. Je ne sais pas si Madame Provost, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes satisfait de la réponse? Oui, je suis satisfaite de la réponse. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Ensuite, Chantal, on pourrait passer à la deuxième question. Oui. Donc, Monsieur Taillefer, ça serait très beau avoir un petit mur de pierre éclairé avec à l'entrée du quartier. Excellent. Je vais prendre la question et je vais lui répondre. C'est une très bonne idée. C'est sûr que ça représente certains coûts. On va soumettre cette question-là au conseil municipal, à savoir si ce serait bien imaginable d'avoir un portail, ni plus ni moins, avec une entrée en pierre. Ça sera soumis au conseil. C'est pas nécessairement, ça ne relève pas nécessairement du promoteur, puisque l'entrée, tout ce qui est en prise municipale, est déjà de nature municipale. Donc, on n'est pas dans un nouveau projet. Il est question de construire 2 terrains existants. Donc, ce serait un muret qui serait davantage implanté dans l'emprise municipale, sur une propriété municipale. Donc, ça relève du conseil. Mais la question sera abordée. Donc, c'est Maxime Taillefer. Oui, juste un instant, Chantal. Monsieur Taillefer, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Je ne suis pas certaine qu'il est là. Il n'y a pas des noms? OK. Le poulain, moi, je me semble que je l'ai pas. Non, je crois que Stéphanie est là. C'est sa conjointe. Ah, OK. Ben, je viens juste de l'admettre, Stéphanie, à ce moment-là. Je ne sais pas si on peut entendre la réponse. Je vais peut-être l'aborder. Bonjour, Stéphanie. Ou bonsoir. Bonjour, excusez. Bonjour. Donc, oui, mon conjoint est là. Il n'était pas juste pas capable d'ouvrir son micro. Oh, OK. Un autre appareil. Donc, oui, ça lui convient comme... C'est bon? OK, excellent. Comme j'expliquais, on va soumettre la question au conseil. Puis, il faut vraiment, avant tout, qu'on puisse exposer, valider la problématique et la faisabilité. Et on en discutera avec le conseil. Puis, on va vous revenir avec une réponse. C'est bon. On pourrait y aller, Chantal, avec la troisième question. Oui, de Mme Patrice Sauvé. Malgré le fait que les documents mentionnent que le projet n'aura aucun impact sur la qualité et la quantité d'eau dans le quartier, il y a déjà une problématique actuelle dans le quartier. La pression de l'eau n'est pas toujours adéquate, inégale dans le quartier, sans mentionner le problème de manganèse. En ajoutant toutes ces unités, le problème d'eau risque de s'intensifier. Y a-t-il des données par rapport à cela, des solutions envisagées? Ça, c'est sa première question. Il y en a d'autres par la suite. OK. On va répondre à celle-ci. Donc, oui, il y a une préoccupation de quantité et de qualité. Au niveau de la quantité, ce n'est pas tant un souci. Il y a suffisamment d'eau qui est produite par les installations de la municipalité. C'est sûr que parfois, on tombe en restriction dans des intentions préventives. C'est strictement ça d'assurer d'avoir tout l'eau nécessaire pour combattre un incendie. Au niveau de la qualité, il y a déjà un projet qui est en cours, celui de procéder à l'installation d'équipements de filtration au sable vert pour extirper ou capter le fer et le manganèse dans l'eau. Donc, c'est un projet qui devrait, selon l'échéancier, être mis en œuvre et complété, opérationnel à la fin de l'année 2022. Je ne sais pas, M. le maire, si vous avez des choses à ajouter sur ce point-là. Non, vous venez de résumer. Effectivement, on a un suivi très serré. Moi, M. Poulain, avec l'entreprise responsable de la mise en œuvre de ce dossier-là. Et encore cette semaine, pour pas dire hier, on lui parlait et on nous a bien confirmé que le projet était toujours en ligne pour être livré à l'automne 2022. Excellent, merci. Est-ce que ça répond à la question? Je ne sais pas si M. Patrice Sauvé.
Est-ce que vous êtes avec nous? Je vais regarder si je la vois. Je ne pense pas. OK. De toute manière, on partagera les questions-réponses par courriel. OK. J'ai une deuxième question pour la même Oui, citoyenne. Où les cases postales seront-elles relocalisées? Je pense que Mme Henry pourrait répondre. Oui, je vais laisser Cynthia nous exposer tout le secret de Post Canada. Le secret de Post Canada, il faut identifier à qui s'adresser dans un premier temps. Non, je blague. Post Canada a des conditions d'implantation. C'est sûr qu'on doit valider l'implantation qu'ils vont nous proposer lorsqu'on va leur demander de déplacer cette case-là, parce que tout le monde s'entend pour dire qu'il faut les déplacer. Hein. Ils sont dans le chemin, ce serait dangereux de les laisser à cet endroit-là. Donc, on pourrait résumer les conditions pour un aménagement de Post Canada. C'est que ce qu'ils vont privilégier dans un premier temps, c'est que les gens ne doivent pas revenir sur leur chemin pour aller chercher leur courrier. Ils vont essayer de les répartir de façon équitable pour que les gens puissent avoir accès sans privilégier d'autres. Et puis, après ça, en toute honnêteté, il y a une distance minimale avec un dos down ou un stop aussi qu'on doit vraiment, on ne peut pas passer outre. Après ça, c'est un peu la municipalité qui va offrir des espaces ou essayer de trouver des endroits où les impacts sont, les nuisances sont moins grandes et surtout éviter que ce soit des entrées privées qui servent aux gens pour revenir sur leur chemin ou consulter ou aussi jaser, qu'il n'y ait pas des rassemblements. En gros, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Cynthia. Ensuite, est-ce que M. Patrice Sauvé s'est joint à nous? C'était Mme Patrice. Non, je n'ai pas eu d'autres admissions pour le moment. Il y a une troisième question qu'elle pose également, c'est quel est l'échéancier du projet? Parfait. M. Fréchette. Manuel, es-tu en mesure de nous donner des indications? Je sais que tu voulais le compléter l'année passée. Je suis déjà en retard, mais non, le fait, moi, j'attends le processus de finaliser avec la ville, puis finaliser les ententes, puis suivre les étapes qu'il y a à suivre, puis combler toutes les questions possibles pour à répondre à toutes les questions, en fait. Puis par la suite, aussitôt que tout est conforme et convenable avec la plupart des gens, nous, on est prêts à entamer le projet. Question d'échéancier, dès que vous avez l'autorisation avec les permis, ça serait réalisé quand? Mettons, on a les permis, on a peut-être un mois de délai avant de commencer les travaux. OK. Ce qui veut dire qu'à l'automne, il devrait y avoir des premières constructions? Tout dépend de la ville. C'était pas la bonne question, finalement. Ouais. Non, mais on va s'arranger pour que ça fonctionne bien. Mon permis, le permis qui autorise de faire le projet, je vais entamer les 7 unités en premier. OK. OK. Le terrain du côté est. Okay. Ouais, ce qui est prévu. Puis, je suis en train de valider comment je vais entreprendre sans nuire à la voie publique aussi, puis pour toute marchandises, camions qui vont passer pour pas que ça soit nuisible. Fait que je veux m'organiser pour que le 14 unités soit fait en deuxième, pour qu'on utilise l'espace-là pour pas avoir à encombrer l'entrée. OK, ouais, avec 2 projets simultanés à la fois. OK, bonne idée. Merci. Merci. Chantal, l'autre question? Oui, la quatrième question était l'aménagement paysager dans les images montre de nombreux arbres, ce qui est joli. Y en aura-t-il vraiment autant qui seront plantés? OK. Donc, Manuel, encore une fois. Oui. Moi, j'ai fait faire un plan architectural par un architecte paysagiste. Puis j'ai toute la quantité des unités à planter, puis ça va être planté selon le plan. Vu que c'est la présentation que je fais, c'est ce qui va être visible un coup final. Excellent. Donc, on aurait l'équipe de Cynthia qui va contrôler cet aspect-là, j'imagine. L'intérêt du projet intégré, en fait, c'est lorsqu'il y a une modification au projet qui est accepté et ce projet-là comprend la plantation.
Il y a aussi l'obligation de maintenir dans le temps le projet qui a été accepté. Donc, ça va nous permettre, lors d'abattage ou une plantation qui ne va pas bien ou un entretien inadéquat, on va pouvoir exiger qu'on rétablisse la situation en allant coller au projet intégré qui avait été accepté par votre résolution municipale. Excellent. Donc, c'est conditionnel. On a une question de M. Doivrin. Oui, concernant la maturité des arbres qui vont être plantés, on peut voir sur les dessins que c'est des arbres quand même très matures. Est-ce que c'est vraiment l'intention de M. Fréchette là, de planter des arbres si avancés que ça? Là, il va falloir que je vérifie avec l'architecte paysagiste, mais c'est sûr qu'il y a une portion d'arbres qu'on va prendre selon l'architecte. C'est sûr qu'elle a des spécifications pour pas que les arbres meurent non plus, puis que ça soit planté de la bonne façon. Puis il y a une certaine grosseur qu'on peut aller, mais on va y aller au plus gros possible pour que ça soit comblé avec le projet en ce moment présenté. Toujours en assurant la pérennité, la survie. Oui, c'est ça, puis la transplantation, puis qu'est-ce qu'on peut mettre, puis que l'arbre ne meure pas 1 an ou 2 ans après, puis que ça conclue le projet. Là. Merci. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Ensuite, l'autre question, Chantal. Oui, là, ça va être maintenant pour M. Bouchard qui a posé 2 questions. Oui. Donc, dans le premier point, nous sommes en désaccord avec les 7 unités du bloc B. Nous allons perdre toute notre intimité suite à la construction des imposantes maisons en rangée d'une hauteur de 11,48 mètres, longeant l'entièreté de notre cour arrière. Quand nous avons acheté notre maison, il y avait un boisé situé au bout de notre terrain. Celui-ci a été rasé sans aucune explication en 2016. Les commerces de proximité auraient moins brimé notre intimité, étant moins élevés et situés plus loin de notre propriété. Nous nous sentons lésés dans le changement de zonage et nous demandons de retirer les 2 unités les plus près de notre terrain, ce qui représente la zone où le boisé protégé était situé. C'est sûr qu'on est passé, le projet est passé de 43 à 21 unités. Je vais laisser Manuel, M. Fréchette, peut-être donner son point de vue sur cette question. Pour cette situation-là, comme expliqué au début, on a augmenté la marge de la cour arrière. On avait une unité, on était à 22 unités. Puis avec plusieurs discussions, puis je suis venu en accord par la suite de couper une unité qui était déjà trop proche de la marge de la cour arrière. Fait que c'est là qu'on a augmenté aussi la marge latérale arrière là, pour augmenter à 11 mètres, si je me trompe. On était à 3 mètres au début là, avec l'autre unité. Fait que moi, j'ai conclu que ça serait mieux de couper une unité parce qu'on était à 22 initialement. J'en ai enlevé une pour ne pas nuire justement à la cour arrière des résidents qui sont là pour qu'ils gardent leur ensoleillement du projet qu'on a vu là, de la MRC qu'ils ont fait pour le soleil. Puis j'ai été intégré, au lieu de mettre des clôtures, un aspect nature qui est des headsets des arbres qui vont être plantés le long pour pas non plus que ça soit trop haut, puis que ça reste quand même joli dans le cour arrière. C'est ce qu'on a fait. C'est les concessions que nous, on a fait de notre bord pour garder l'intimité des gens des cours arrière du côté de cette unité. Là. Merci. Est-ce que M. Bouchard, vous voulez prendre la parole? Ouais. M. Daniel Bouchard. Mais en fait, je comprends que vous avez fait des concessions à travers tout ça, mais il faut vraiment comprendre notre point de vue. Nous, notre maison, en fait, l'entièreté de notre cour arrière, donc vraiment toute notre cour arrière va donner vue sur le bâtiment. Je ne verrai pas, il n'y aura pas la cour, il n'y aura pas rien, ça va vraiment être juste le bâtiment haut de 11,48 mètres. Ça va être ça ma vue quand je vais être dans ma cour arrière. C'est sûr que pour moi, je veux dire, j'ai de la misère à accepter ce projet-là. C'est pas ça que j'avais en tête, que j'ai acheté la maison, puis c'est pas ça qu'on m'avait promis. Puis en plus, on avait des arbres en arrière qui ont été coupés. C'est ce qu'on nous avait dit, c'est que les arbres étaient protégés, qu'ils allaient rester là, que
Et c'est sûr que je comprends qu'il y a eu un changement de zonage entre-temps, mais je veux dire, quand on a acheté la maison, c'est pas ça notre vision, c'est pas ça qu'on avait en arrière de chez nous. Fait que, pour moi, c'est vraiment pour nous, en fait, c'est vraiment un gros point négatif, là, même si, même en retirant j'aurais plus aucune visibilité en arrière de chez nous, là. Je comprends ce que vous avez fait comme changement puis modification, mais c'est clair que je reste en désaccord avec ce projet-là. OK, on comprend votre point de vue, là. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que c'est sûr qu'un promoteur, autant pour un usage résidentiel, commercial ou autre, peut occuper une marge qui est confirmée par zonage. Je comprends votre préoccupation sur l'intimité. Je ne sais pas, M. Fréchette, avez-vous une idée en tête pour minimiser la perte C'est ça. d'intimité? Je peux regarder encore ce qu'on peut aller chercher comme agrément, mais je sais qu'en ce moment, ça va être difficile d'accepter le projet s'il n'y a rien puis vous aviez de la nature. On peut voir peut-être à intégrer autre chose, que ça ne soit pas trop dépaysant, mais peu importe si on repousse les bâtiments plus loin, il va y avoir quand même un bâtiment qui va être construit. Peu importe la hauteur, vous allez avoir la vue sur un commerce ou autre chose, s'il y a autre chose qui passe dans le projet. Ça va revenir au même. Moi, je vais essayer d'intégrer le bâtiment pour que ce ne soit pas désagréable et que ce soit au moins un aspect nature qui va rester comme qui était avant. C'est sûr que le bâtiment est là, il ne pourra pas changer. Non, c'est certain, mais c'est sûr que, aussi en changeant de zonage, c'est pas juste un changement de zonage qui a été fait, c'est aussi une permission d'avoir un bâtiment qui est plus haut. Si j'avais eu les commerces de proximité, jamais ça aurait dépassé le 10 mètres là, de ce qui est la hauteur à la grandeur du quartier. Là, il y a un changement de zonage, puis en plus, il y a une hauteur supplémentaire. C'est dans notre question un peu numéro 2, c'est que quand on a eu la rencontre extérieure, on nous avait dit aussi que les fenêtres, en fait, qui donneraient sur notre propriétatrice, à des fenêtres qui seraient soit dans des salles de bain ou soit dans des garages. Là, pour l'instant, il y a 6 fenêtres qui vont donner sur ma propriété, puis il y en a là-dedans que c'est des espaces communs, dont des salons, des salles à manger, des chambres. Et que ça aussi, au point de vue de notre intimité, je pense qu'on est brimé là, dans ce changement-là, puis c'est pas ce qu'on nous avait dit à la base. Peut-être intervenir, c'est que si on fait abstraction, en fait, la problématique qui se pose, si je comprends bien votre question, parce qu'une maison de 2 étages aurait évidemment des fenêtres au 2e étage, un peu comme vos voisins. Et on retrouve une interface dans le projet au Chambéry où il y a des maisons qui sont dos à dos, puis sur 2 étages. Ça existe. Votre préoccupation est peut-être celle du dernier étage, qui est le 3e? Bien, absolument. Puis aussi, habituellement, là, souvent, les maisons qui sont dos à dos ne sont pas tout à fait dos à dos. Des fois, il y a un mini décalage. Là. Moi, la maison est vraiment face à face ma cour arrière. Il n'y a pas de décalage, je n'ai pas de vue autre que le 11,48 mètres. Là. Il y a quand même une bonne marge de recul de 11 mètres. Mm-hmm. Je ne sais pas si ici, dans le quartier, c'est moins que 11 mètres, hein, de mémoire. En fait, la distance prescrite pour une cour arrière minimale, c'est 7 mètres. C'est 7 mètres. Okay. Oui. Les cours ont en moyenne 7 à 11 mètres, dépendamment là, quand on se promène. Puis avec l'implantation dans le projet actuellement, mais la distance minimale, si on était à l'intérieur du projet, ça serait 4 mètres. Une cour latérale, c'est 4 mètres. C'est vrai. Monsieur Fréchette ou Manuel, pour la fenêtre du 3e, je ne sais pas quel usage est prévu. Ça, j'en prends note. Je vais regarder avec l'architecte. Les plans, tant qu'on n'a pas l'approbation, ne sont pas finales. Je peux éliminer ceux qui ne sont pas nécessaires dans les accès autres que salle de bain ou chambre ou pour service incendie aussi. Je pourrais les enlever, ça, j'ai aucun problème avec ça pour ne pas en rajouter là, pour rien non plus, surtout sur ce côté-là là, du bloc 7. Là. Okay. Est-ce que je dois valider avec l'architecte que c'est conforme à la réglementation aussi? Là. OK.
je vais vous appeler Daniel Bouchard, mais vous avez une voix féminine. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le suivi qu'on peut faire à ce sujet-là? Ben, je veux dire, je suis consciente que le changement a été fait, là, que j'ai aucun poids pour faire changer quoi que ce soit. Là. C'est sûr, je ne peux pas dire que je suis heureuse, mais je veux dire, je suis contente quand même qu'il y ait des améliorations qui soient souhaitées et que vous soyez ouvert à modifier certaines choses. Là, c'est certain. Il y a une autre chose, si je peux me permettre, qu'on peut regarder. Il y a des plantations qui ont été retirées pour s'assurer que l'ensoleillement est maintenu. La première proposition de M. Fréchette, la façade était pratiquement dissimulée avec des arbres. Peut-être que c'est au cours de nos discussions avec cette modification qu'on l'a convenu entre la municipalité et le promoteur. Peut-être que dans le fond, une proposition où il y aurait plus d'ombre, mais que la façade elle serait pratiquement camouflée avec des arbres, peut-être que ça vous plairait plus. Ça pourrait être une option, Manuel? Oui, il n'y a pas de problème. Je pourrais rajouter les arbres, c'est juste en question. Faudrait que je valide là, avec M. Bouchard que ça apporte de l'ombre sur son terrain. C'est peut-être pas quelque chose qu'il va aimer. Ça dépend de eux. Moi, je peux rajouter des arbres pour que ça camoufle le 11,48 qui est fatigant pour eux, puis je les comprends aussi. Là. Il ne faudrait pas que les arbres à la cime cachent l'ensoleillement, surtout si on a une piscine à l'arrière. C'est toutes ces considérations-là que j'avais suggérées, puis on avait fait les projections, mais le premier projet que tu nous avais présenté, la façade était pratiquement dissimulée. Oui. Tu peux checker avec l'architecte paysagiste le type d'arbre qui ne monte pas trop haut, mais qui vient camoufler au moins une partie là, qui pourrait être intéressant, puis que ça soit quand même un aspect plus intéressant pour les cours arrière de ce côté-là. C'est juste une question d'ombre là aussi. Là. Madame Bouchard, on pourrait vous revenir ou discuter avec vous. Oui, parfait. Merci. Donc, Mme Henry va s'occuper de faire le suivi, puis on va produire on va demander à M. Fréchette de produire certaines esquisses là, pour des fins de discussion. Parfait, merci. Okay. Merci à vous. Ensuite, une autre question. Oui, une question de Véronique. Retrait partiel ou complet du terre-plein? Oui, ça, c'est une bonne question. Il va falloir l'évaluer. Je ne sais pas si ça avait été discuté dans le cadre du projet, Cynthia, d'intervenir. Non. Il me semble que non. Les accès dégageaient l'extrémité du terre-plein, l'extrémité sud. OK. Donc, il n'y aura pas de modification, mais ce sera quand même évalué. S'il y a un besoin, la municipalité devra intervenir, puis on le fera avec l'entrepreneur. Donc, la deuxième question. Je vais voir si la question est satisfaisante. Est-ce que ces gens-là sont avec nous? Je ne crois pas. On transmettra de toute manière la réponse par courriel. Parfait. Donc, la deuxième question était l'ajout d'un corridor pour les piétons cyclistes. Est-ce qu'il y en aurait un? L'utilisation d'ampoules plus performantes, ça, c'est une autre question. Oui, la première question, il y a déjà une piste cyclable qui est du côté ouest. Je pense qu'on avait prévu aménager aussi une traverse. Sinon, il y a une réflexion qui va devoir se poser à ce niveau-là. Ça a déjà été fait. Je ne sais pas, Manuel, si tu es en mesure de répondre. Je sais qu'on avait discuté là, avec Cynthia, là, mais on n'avait pas conclu. Je sais qu'on avait conclu pour une traverse sécuritaire, mais on n'avait pas conclu autre chose que pour la piscicade, vu qu'elle était déjà aménagée. OK. Oui, c'est ça. Puis on avait le projet de vouloir la faire traverser peut-être un des terrains qui serait développé. Par contre, l'espace avec la bande riveraine, avec les branches d'eau, ne le permet pas. Donc, il faut vraiment contourner. Une fois traversé, il va falloir continuer à même l'emprise municipale. Oui, même il avait été évalué l'aménagement d'une passerelle pour franchir la zone humide, en fait, qui est la bande riveraine, mais il y a beaucoup de coûts reliés à ça, puis on n'est pas sûr que c'est optimal comme projet. Là. Non, puis ça ne permettait pas l'aménagement de cases de stationnement suffisant pour s'assurer qu'on n'a pas une problématique, une pression là, sur le réseau. Okay.
Excellent, c'est bon. Il y avait aussi une autre question, Chantal. Il y avait l'éclairage en lien avec les lumières, c'est ça. En fait, il y a deux questions là-dedans. C'est l'utilisation d'ampoules plus performantes comme DEL, qui sont dans le quartier, en fait, des ampoules jaunes inefficaces selon eux, et l'ajout peut-être d'un feu clignotant sur la 338 pour l'entrée du quartier. Donc, c'est un dossier qui a été effectivement soulevé, les questions de la sécurité à l'accès du secteur au Chambéry. Donc, le conseil a été saisi de cette problématique-là, puis il existe aussi au niveau de Lucerne. Il y a une évaluation qui va être faite pour améliorer la sécurité à l'intersection et, entre autres, augmenter l'éclairage aussi, là. Donc, c'est un projet à suivre. Monsieur Poulain, est-ce que je peux me permettre? Absolument. Dans le fond, j'invite les citoyens là, qui ont des problématiques, là, qui ont vécu des problématiques avec là, le secteur de la 338 à acheminer les plaintes à M. Poulain. Parce que justement, comme M. Poulain le mentionne, on est actuellement à vouloir intervenir auprès du gouvernement pour pouvoir ajouter ou modifier ou trouver des solutions par rapport à ça. Donc, vous pouvez envoyer vos plaintes à M. Poulain, puis ça va donner du poids au dossier pour trouver des solutions, puis peut-être améliorer là, notre réseau. Excellent. Moi, je vais passer le relais, c'est transmettre vos requêtes à Chantal Tremblay aux communications. Mais les deux chemins sont bons, là. Ouais. Excellent. Merci. J'aimerais ajouter aussi un commentaire suite à l'intervention de Lindsay et de Julie. Effectivement, le conseil, vous savez que là, 2 semaines et demie environ, il y a eu un accident au coin de Saint-Dominique et la 338. Et ce n'est pas la première fois. Et le conseil est très, très sensible à ça. Et on va déposer une résolution, effectivement, pour le MTQ au niveau de Saint-Dominique, au niveau de Saint-Antoine, au niveau de Lucerne et au niveau de Chambéry aussi, pour essayer d'améliorer la qualité, en fin de compte, de vision et de luminosité afin de minimiser, on ne pourra jamais éliminer les accidents, mais minimiser les risques. Excellent, merci beaucoup. Ensuite, il y avait une dernière question de la même dame qui disait allez-vous imposer aux contracteurs, constructeurs de nettoyer et maintenir la propreté de la rue devant le projet durant la construction? Absolument. Mais M. Fréchette, peut-être. Absolument, c'est primordial, surtout dans un projet, une entrée. On est à l'affût de ça. Puis c'est ça, j'évaluais justement pour ne pas avoir de problématiques sur ce côté-là, d'un plan de match pour les camions et tout ça, les livraisons, pour ne pas être dans le chemin. Il y a aussi les heures de pointe, donc ils vont être respectés. Puis tout ce qui est de la boue sur la route, donc il faut que ça soit enlevé rapidement. Mais on va sûrement avoir une très bonne collaboration, comme on en a habituellement avec les promoteurs. Monsieur Poulain, j'aurais une question. Quand on parle de ce projet-là, c'est un projet clé en main. Oui. Bien, clé en main, en fait, c'est un projet dont la municipalité ne sera pas responsable de rue ou d'équipement. C'est vraiment un projet qui va être géré sous la forme de copropriété. Donc, la municipalité n'interviendra pas sur ces terrains-là. Il n'y aura pas de cession d'équipement non plus. Parfait, merci. Donc, il y avait une dernière question. Oui. Est-ce que les puits ont la capacité de supporter plus de maisons dans le quartier? Avez-vous l'intention de creuser un puits supplémentaire? Bien, selon les informations dont on dispose, il y a suffisamment d'eau souterraine pour répondre à un besoin supérieur à l'ajout de 21 habitations. On a des études dans ce sens-là. Au niveau de la capacité du secteur, donc nous, on a 2 stations, celle de Fleuve ainsi que des Chênes, qui ont 2 puits. On pompe l'eau finalement de réserve d'eau souterraine pour ensuite la chlorer et la distribuer. Puis il n'y a pas de problématique au niveau de la quantité. Et ce n'est pas un gros ajout, 21 maisons, 21 unités. Sur l'ensemble déjà desservis, là, on parle au-delà de 2000 habitations qui sont déjà desservies par l'Aqueduc. Donc, c'est un impact très, très minimum.
Est-ce qu'on a reçu d'autres questions, Chantal? Je n'ai pas d'autres questions reçues. Par contre, j'ai dans le chat, j'ai Martine, je pense que ça a été répondu en partie là, déjà, mais je vais quand même le mentionner. Étant donné que nous avons juste une entrée, avez-vous un plan pour les déplacements lors de la construction? Puis, en même temps, aussi, est-ce que la végétation sera mature dès l'installation? Je pense qu'on y a répondu un petit peu tantôt. OK. Une deuxième entrée pour accéder au quartier? Ouais, peut-être à cause des véhicules de construction, j'imagine, qui vont être un peu... Madame Martine, elle participe aux visioconférences. Voulez-vous vous exprimer, qu'on puisse répondre adéquatement à votre question? Là? Oui, allô? Oui, on vous entend. Oui, c'est juste simplement, lors de la construction, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de va-et-vient. Puis déjà là, comme les gens avaient dit, il y a déjà une problématique lors de l'entrée, surtout même lors de la sortie quand c'est les heures de pointe. Puis, ce serait pour savoir, quand il va y avoir de la construction, on sait que les camions vont rentrer, sortir, tout le tralala. Puis, il y a vraiment juste une entrée pour le projet. Puis on est déjà près de quoi? 300-400 maisons ici? Fait que ça fait beaucoup de va-et-vient. Fait que je voulais savoir s'il y avait un plan à savoir comment on était pour gérer la circulation, justement, lors de l'entrée-sortie, les autobus scolaires, peu importe, le matin, c'est comme... Ça va faire beaucoup de monde, surtout s'ils viennent pour des livraisons, puis le terrain n'est pas encore prêt, ils se stationnent sur le bord de la rue, tu sais, toutes ces choses-là, pour la sécurité des enfants, des gens, puis tout le monde qui est là. C'est sûr que, en fait, on établira un plan de sécurité et de circulation avec Emmanuel Fréchette, le promoteur, ça c'est clair. C'est sûr qu'on va éviter qu'il y ait du va-et-vient de véhicules lourds pendant les heures de pointe. Je pense que M. Fréchette va être d'accord avec ça. Je ne sais pas si, Emmanuel, tu aurais des choses à ajouter. Oui, mais tel que dit tantôt, là, je prévois faire un plan de réception de matériaux sur une portion de terrain et non dans la rue. Justement, je suis équipé d'équipements assez pour transporter le matériel sans à nuire, surtout aux heures de pointe. Là. Puis c'est ce que je suis en train d'évaluer, comment on va le faire pour ne pas nuire à la circulation, surtout, là, puis à garder une sécurité dans l'entrée, puis une bonne humeur pour tous les gens qui passent par là aussi. S'assurer que les employés de la construction ne se stationnent pas en bordure de rue. Ouais. Toujours maintenir l'entrée principale dégagée, ça serait important. Ouais. Excellent. Est-ce qu'on répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que, chers élus, vous avez des questions complémentaires? Il y avait un commentaire, je m'excuse, juste de Loïc de Wavrin. Oui. Il a proposé les fenêtres givrées, probablement pour le dos aux autres maisons. Là, tantôt, quand on discutait de ce sujet-là. Je pense que ça va être considéré, Manuel, dans le projet. Oui. Parfait. Moi, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter. Oui. Oui. Excusez, j'attendais, mais oui. Je ne suis pas sur mute. En fait, je voulais juste savoir, je suis sensible là, à ce que M. et Mme Bouchard là, nous disaient tout à l'heure au niveau là, de la façade. Je suis contente là, de voir qu'il y a des pistes de solutions possibles puis qu'on va pouvoir entrer en contact avec eux pour essayer du mieux possible là, de trouver des arrangements là, comme un accord. Dans le fond, je me demandais si c'est possible de donner peut-être une brève explication de quand ils ont acheté, au début, c'est supposé d'être des commerces, puis là, finalement, ça ne l'est plus. Est-ce que c'est possible de faire un petit historique pour expliquer un peu qu'est-ce qui a mené à le fait de changer pour des terrains, là, des résidentiels? Est-ce que c'est possible? OK, je vais donner une brève explication. Le projet initial était vraiment à vocation commerciale. Les 2 terrains à l'entrée du secteur étaient à vocation commerciale et ça, je me reporte à 2008-2009 jusqu'à ce qu'il y ait un changement au zonage. Et c'était l'objectif du promoteur, donc M. Saint-Amour, donc, qui était propriétaire de l'ensemble des terrains et c'est lui, avec sa compagnie, qui ont développé tout le quartier au Chambéry. En fait, en 5 phases. La dernière phase, c'est celle qui est complètement à l'est, qui est adjacent au terrain de golf, le Summerlee.
Et là, évidemment, M. Saint-Amour a toujours favorisé le développement commercial parce que je pense qu'on est d'accord à ce sujet-là. C'est qu'une valeur commerciale est beaucoup plus importante pour un promoteur sur un terrain que peut l'être le résidentiel. Et c'est habituellement plus facile à construire. Il y a moins de suivi à faire aussi entre un promoteur et un usage résidentiel que peut présenter avec le client. Donc, il y a beaucoup plus de responsabilités. Et le coût au pied carré, comme je vous l'expliquais, de la valeur commerciale est beaucoup plus élevé de toute manière. Et le promoteur nous a convaincus, puisqu'on avait aussi l'idée d'avoir une garderie, il y avait des stations-service. Donc, le promoteur a sollicité beaucoup d'entreprises pétrolières pour implanter des dépanneurs, parce qu'on parle de quand même de 300, au-delà de 360 unités qui ont été construites seulement au Chambéry. Ici, on fait abstraction de Lucerne, où il y a quand même au-delà de 230 unités d'habitation. Donc, le promoteur voulait absolument avoir un investisseur commercial, sauf que ça ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait. Donc, on a même des lettres à cet effet-là qui confirment que les pétrolières ne veulent pas investir. Ils ne semblent pas avoir la masse critique pour rentabiliser une station-service, ni rentabiliser un dépanneur, parce que vous le savez maintenant que c'est complémentaire. Où on retrouve une station-service, il y a un dépanneur. Donc, il faut desservir le plus d'attentes, de besoins de la part des citoyens. Et il nous a confirmé, après moult recherches, confirmation d'investisseurs, que non, il ne souhaitait pas. Même le propriétaire d'une épicerie, un supermarché à Vaudreuil-Dorion a été approché. Même il a fait ses vérifications, son due diligence, pour valider s'il y avait un potentiel rentabilité dans la création d'un dépanneur un peu sous la forme d'épicerie. Finalement, non, ça s'est avéré non concluant. Face à cette situation-là, M. Saint-Amour s'est présenté à la municipalité et a dit, bien, écoutez, je dois admettre qu'il n'y a pas de solution pour le commercial. Il en était très déçu. Et c'est là que le projet a dû se convertir à des fins résidentielles, puisqu'il y a une demande qui existe au niveau du besoin résidentiel, au niveau d'une nature comme celle de maisons jumelées. Donc, la construction, M. Fréchette pourra compléter par la suite, mais au niveau de la construction unifamiliale, maison isolée sur un terrain, c'est impossible de le faire en raison de l'espace et pas suffisamment d'espace pour implanter une nouvelle rue. Donc, toutes ces contraintes-là, puis avec l'arrivée ou la découverte du cours d'eau, faisant en sorte que la présence d'une bande de protection riveraine compromettait un projet résidentiel traditionnel. Le volet commercial avait été réglé quelques années plus tôt. Donc, c'est un peu l'explication que je peux vous donner. Je ne sais pas si Cynthia aurait des éléments complémentaires, M. Fréchette. Oui, bien, pour commencer, quand j'ai eu l'approche avec M. Saint-Amour, c'est le premier point qu'on a soulevé pour les bâtisses commerciales. Je suis licencié commercial, je fais du commercial également. J'ai regardé le volet avec M. Saint-Amour pour avoir d'autres expertises de grosses compagnies qui peuvent implanter puis leur commerce, puis ça a été des refus à chacune des reprises. J'ai quand même validé avant de présenter le projet intégré qui est présenté présentement. J'ai quand même examiné le volet commercial parce que je fais du commercial aussi. Puis j'ai eu des refus de 2-3 entreprises aussi que j'ai validé de mon côté. C'est là qu'il est venu en compte qu'après plusieurs refus commerciaux qu'on a décidé de changer de volet. Ce n'était pas nécessairement la meilleure option, mais c'était la seule finalement. Ouais. C'était devenu la seule option. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Merci beaucoup. Mais dans le fond, c'était plus pour peut-être informer les citoyens, de justement de dire, ben c'est ça, quand on a acheté, si c'était pas ça qu'on s'attendait, pour quelles raisons, des fois, ça va aider à mieux comprendre. Puis ça fait que j'espère que ça a pu aider là, des citoyens là, dans leur compréhension du projet. Puis, on est conscient aussi, pour ajouter un élément, qu'il y a un besoin en termes de garderie. On a fait des démarches pour
pouvoir implanter une garderie, même la municipalité en collaboration avec le promoteur, le propriétaire du terrain. On a tenté de trouver une solution pour implanter une garderie. Puis au moment où la démarche a été faite, ben, il y avait une restriction au niveau des permis de garderie. Donc, c'était impossible d'implanter une garderie à cet endroit-là, puisqu'il y a un contrôle qui se fait au niveau du gouvernement en termes de permis. Donc, ce volet-là a été tassé du revers de la main, cette option-là. Oui, M. Devoiret. Je voulais savoir, pour la connaissance de tous, là, est-ce qu'il y a d'autres terrains qui sont disponibles aux alentours pour du développement commercial ou résidentiel dans ce coin-là? Non. Non, c'est le dernier. Hein? C'est les deux derniers terrains à construire, incluant le secteur Lucerne. D'accord. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon. M. Devoiret? Ah non, OK, c'est bon. Okay. Donc, pour vous expliquer les prochaines étapes du projet résidentiel, donc on va compléter la collecte des questions. Si on reçoit d'autres questions d'ici le 21, nous, on formalise les questions avec réponses et on pourra partager toutes ces réponses-là avec les citoyens ainsi que les élus. Donc, on vous transmettra pour le 21, en avant-midi, les questions-réponses. Donc, la période de questions se fermerait le 21 février. Et puis, on ferait une transmission donc, aux participants, soit le 21 en fin de journée ou le 22. Ensuite, il y aura aussi une rencontre, donc une réunion de travail du conseil municipal pour statuer sur le projet. Ça se fera le 22 février. Donc, il y a déjà une réunion qui est prévue pour un autre sujet. Ce sujet-là sera le deuxième. Il sera abordé. Et par la suite, si le conseil est d'accord avec l'ensemble de la proposition pour approuver le projet de résidentiel, ça fera l'objet d'une décision à la séance extraordinaire qui serait prévue le 24 février 2022. C'est sûr que ça peut paraître un peu serré pour tout le monde. On dit, bien là, on bouscule les choses. En fait, c'est à la demande de M. Fréchette et on doit comprendre aussi que M. Fréchette, il veut s'assurer que toutes les étapes ont été franchies avec la municipalité pour se lancer dans la phase construction. Il y a encore beaucoup de plans et de documents à déposer pour aller de l'avant et que la municipalité puisse émettre un permis de construction. Et M. Fréchette doit aussi procéder à la mise en marché de ces beaux bâtiments-là. Ce qui fait qu'il va y avoir une stratégie de mise en marché qui devrait être mise en branle par M. Fréchette. Il y a beaucoup d'étapes qui sont à suivre, mais c'est important pour le promoteur que la décision soit officiellement tranchée, finalisée d'ici le 1er mars. Et c'est l'engagement qu'on avait pris avec M. Fréchette de s'assurer que la municipalité, elle a toutes les informations pour confirmer son engagement à approuver le projet ou non. Et l'étape d'aujourd'hui, donc la réunion questions-réponses, fait partie des dernières étapes avant de pouvoir sceller le dossier par le conseil. Donc, moi, je tiens à remercier les participants. Je tiens à remercier le conseil, l'équipe d'employés. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Le promoteur, M. Emmanuel Fréchette, merci beaucoup. Monsieur le maire, je vous laisse la parole de clôture. Donc, merci à tous. Comme vous venez de le mentionner, M. Poulin, content d'entendre, M. Fréchette aussi, sûrement, il va avoir gagné une semaine parce qu'on parlait du début mars. Puis là, on parle que fonctionne, on va approuver ça le 24 février, donc il va avoir gagné une semaine. Donc, moi aussi, je veux remercier les citoyens et citoyennes qui ont participé à la rencontre. Cette rencontre-là s'est déroulée dans le respect, je suis bien heureux. Puis c'est une rencontre qui est, pour moi, qui a été faite en toute transparence, pour donner le plus d'informations possible aussi aux citoyens, donner la parole aux citoyens, et donner l'information aux citoyens. Monsieur Poulin et votre équipe, je vous remercie aussi pour la préparation de la rencontre. Merci aux membres du conseil d'être présents. Comme les citoyens et citoyennes peuvent le constater, les 6 conseillers étaient présents lors de la rencontre. Donc, ça démontre clairement
l'implication des gens, puis le désir d'être près des citoyens aussi dans toutes les grandes décisions. Merci à M. Fréchette de sa présence, des commentaires apportés, des bonnes explications aussi qui ont été données. Et comme M. Poulin a mentionné, bien garder la fin des questions, c'est le 21 février prochain. Et puis, les questions-réponses vont être communiquées aux citoyens ainsi qu'aux membres du Conseil. Et ça aussi, tout ça dans la transparence comme telle. Et les décisions seront prises aux dates prévues, discussion et décision pour le 24 février. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de soirée. Et gênez-vous pas, citoyens, citoyennes, si vous avez d'autres questions, posez-les, puis envoyez ça à Mme Chantal Tremblay et non pas à M. Poulin. Merci, bonne fin de soirée. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.